Y a-t-il un pilote dans l'assiette? Bonjour Charlotte. J'ai une question qui me taraude, Anne, et on en est déjà à l'épisode 192 quand même. Mais là, comme ça, je me demande d'où vient cette expression « les mangeurs libres ». Écoute, ça tombe bien, j'avais tellement envie de partager cette histoire. Donc c'est notre dernière chronique de la saison avant la rentrée. J'avais envie de finir là-dessus. Alors les mangeurs libres, c'est une expression que j'ai rencontrée pendant mes études de diététique. Moi j'ai fait mes études de diététique en 3 ans en candidat libre. Et puis pendant ma deuxième année, pendant que je faisais mes stages en restauration collective, j'ai rencontré des étudiantes en diététique qui avaient eu un cours autour d'une approche différente de la diététique. Une approche qui est portée en France par une association qui s'appelle le GROS. C'est un acronyme pour Groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids. Et donc une approche comportementale de la diététique où on ne donne pas de régime. Alors moi, j'avais eu une mauvaise expérience avec un régime. Quand j'étais adolescente, j'avais perdu 10 kilos et puis j'en avais repris 20. Donc c'était assez douloureux. Et puis il y avait l'aspect écoute de soi dans cette approche qui semblait coller avec ce que j'avais expérimenté ensuite quand mes 20 kilos avaient fini par s'envoler, entre guillemets, sans régime, sans effort, mais juste en m'écoutant et en me respectant. Donc je me suis renseignée et je suis tombée sur un article d'une dame qui s'appelle Catherine Dubé dans une revue québécoise qui s'appelle Tout le monde à table et qu'elle avait intitulé « Vive le mangeur libre ». Et là, j'ai eu un énorme déclic et c'est ce qui a initié, si tu veux, ma plongée dans l'approche comportementale de la diététique. Alors l'article consistait en une interview d'une diététiste, alors on dit diététiste pour diététicienne au Québec, une diététiste qui s'appelle Guylaine Gueuvremont et qui parlait de revenir à une alimentation intuitive. Et en fait, dans l'article, on pose toutes les grandes bases de l'approche comportementale de la diététique. D'accord, donc c'est une expression qui existait avant Anne-Claude, mangeur libre. Il y a plein de choses qui existaient avant moi. Mais c'est bien qu'on fasse un petit focus là-dessus, ça va nous permettre peut-être de récapituler, de résumer sur quoi se base cette approche comportementale. Eh bien, avec grand bonheur, absolument. Donc, déjà, l'approche comportementale, elle va mettre le doigt sur le fait qu'il y a des conditionnements qui nous poussent à manger en dehors de nos besoins. Par exemple, quand on mange la portion standard ou quand on finit l'assiette, on se pose très peu finalement la question de savoir de quelle quantité on a vraiment besoin ici et maintenant pour se satisfaire. Voilà. Il y a aussi le fait de manger parce que c'est l'heure ou pour ne pas vexer tante Georgette et sa grande susceptibilité. Voilà. Donc on ne se pose pas forcément la question de savoir si on a faim ou pas à ces moments-là. Et dans l'article, j'aime beaucoup la définition que donnait la diététiste de la faim. Elle dit « ce petit vide qui éveille les papilles et qu'il faut idéalement reconnaître avant que ça gargouille bruyamment ». Donc, il faut arriver à distinguer la faim de l'envie, des conditionnements aussi sociétaux, des habitudes. Exactement. Commencer à faire un peu une clarté dans tout ça. La faim, c'est différent des envies. Je peux avoir envie de manger quelque chose sans forcément avoir faim. La faim, ça appartient vraiment aux besoins de carburant, à la nutrition des cellules. Une envie, ça peut être en lien avec les besoins des cellules, mais ça peut être en lien avec des besoins qui n'ont rien à voir avec nos cellules. On a déjà largement abordé les besoins psycho-émotionnels, les besoins sensoriels, etc. dans d'autres chroniques. Elle aborde aussi le système de rassasiement sensoriel avec les capteurs qu'on a dans la bouche. Et on le rappelle, le rassasiement, c'est pas quand le ventre est rempli au taquet qu'on n'en peut plus. Le rassasiement, c'est bien cette sensation en bouche de bof. Ça me dit plus rien et je suis juste bien. Il y a encore de la place dans mon ventre parce que quand on est rassasié, le cerveau qui a calculé l'endroit où placer notre rassasiement, il sait que il faut pas que le ventre soit complètement plein pour bien digérer. Donc voilà, elle aborde aussi ce système important. Il y a aussi dédiaboliser certains aliments, déconstruire un peu tous les messages qu'on reçoit, le gras c'est mal, démystifier un peu toutes ces constructions. Absolument. C'est-à-dire que on va partir d'un postulat qui est il n'y a pas d'aliments bons et d'aliments mauvais en soi. Il y a des aliments qui sont appropriés en fonction de certains besoins à certains moments ou pas. Voilà. Donc on va sortir de ce elle parle du mythe des aliments engraissants qu'il faut éviter, des bons aliments qu'on peut manger à volonté. Elle rappelle, c'est parfaitement pertinent, que même le blanc de poulet et le brocoli vapeur peuvent faire grossir si on en consomme trop. Voilà, on rappelle que ce qui fait grossir, c'est pas tel aliment en soi, c'est le fait d'en manger en dehors de ses besoins. C'est-à-dire quand j'ai pas faim ou que j'ai plus faim, tout ce que je mange, même parfaitement diététiquement correct, de toute façon va me faire prendre du poids. Voilà. Alors, il y a l'exemple aussi, je le cite souvent, des enfants diabétiques à qui on interdisait les vilains bonbons, mais à qui on autorisait les bons fruits et qui grossissaient et qui dérégulaient leur diabète en s'en gavant. Les chérubins.
Donc, on va parler aussi des aliments réconfort. Donc, l'approche comportementale de la diététique, elle va s'intéresser aussi à tout ce qui est alimentation émotionnelle. Et donc, la diététiste dit, pour redevenir des mangeurs libres, il faut se délivrer du sentiment de culpabilité, cette saloperie. Donc, quand on est tiraillé entre gourmandise et diététique, entre compulsion et contrôle, ça fonctionne pas. Elle dit, il y a une seule règle, c'est manger quand on a faim et s'arrêter quand on est rassasié. Il n'y a pas à culpabiliser de ça. Et je rajoute que ce qui est très très important et pertinent dans cette approche comportementale de la diététique, c'est la reconnexion au plaisir. Et on n'est pas démago quand on parle de plaisir. Le plaisir, c'est une vraie sensation régulatrice. C'est-à-dire que quand on est en mesure de ressentir du plaisir, on est en mesure de ressentir de la satisfaction, donc du rassasiement. Satisfait, nos besoins sont satisfaits, on en a assez, donc on peut s'arrêter. Donc le plaisir nous permet à un moment donné de nous arrêter et de trouver le rassasiement. En plus, le plaisir, c'est quand même une vachement meilleure motivation que la restriction, que les bons et les mauvais aliments, etc. Et c'est autour de cette notion de plaisir que j'ai construit la notion de diététique épicurienne. Et oui, parce qu'on l'entend dans le générique, diététicienne et épicurienne. Pourtant, ces deux termes ont l'air de prime abord un peu opposés. Et oui, absolument. Dans le langage courant, pas dans le langage courant, mais dans l'imaginaire, on les oppose. Alors, moi, je dis toujours, c'est diététicienne épicurienne, c'est un oxymore. Un oxymore, c'est le fait d'allier deux termes qui sont contradictoires pour créer un sens paradoxal qui semble pas logique. Voilà. Donc, dans l'imaginaire, la diététicienne, c'est le censeur qui va priver de tout ce qui est bon, la vilaine. Et puis l'épicurien, par contre, c'est celui qui ne se refuse aucun plaisir, c'est le gourmand, c'est le glouton, etc. Or, si on revient à l'essence des choses, la diététique, au sens étymologique du terme, ça veut dire art de vivre. Et là, c'est intéressant, cette notion de art de vivre, parce que c'est pas une science de vivre. Il y a quelque chose de l'ordre de la fluidité par opposition à la raideur dans art de vivre. Moi, j'ai choisi l'image de l'équilibriste sur son fil comme logo. Si l'équilibriste cherche à rester tout raide sur son fil, au moindre souffle de vent, il va se casser la binette. Par contre, s'il reste souple, s'il s'adapte un peu à droite, un peu à gauche, il va préserver son équilibre comme ça, et il va rester plus sûrement sur son fil. Et l'épicure aussi, être épicurien, ça ne veut pas forcément dire se goinfrer de tout ce dont on a envie. Exactement. Si on remonte à la philosophie d'Épicure, on va voir qu'il y a une notion de renoncer en fait à certains plaisirs pour éviter la douleur et l'inconfort. Pour le philosophe grec Épicure, le plus grand des plaisirs, c'est le calme qu'on éprouve quand les besoins sont satisfaits, c'est-à-dire ni trop peu, quand il n'y a pas de manque ni d'excès. Et du coup, il y a un choix parmi les plaisirs à satisfaire qui va faire appel à une forme de discernement par rapport aux conséquences de la satisfaction des plaisirs. Dans nos sociétés de consommation, plaisir, ça veut dire immédiateté, sensation forte, nos limites. Et nos cerveaux humains, ils sont très influencés par ces notions parce que, il faut le dire, il faut bien enrichir l'agro-business. Mais pour Épicure, le plaisir, c'est l'absence de souffrance. Et la conscience de cette absence de douleur, elle est source de plaisir. C'est comme dans la chanson de Johnny, qu'on me donne l'obscurité puis la lumière, qu'on me donne la faim, la soif, puis un festin. Chanson de Johnny dont tu connais bien sûr le titre. Il a envie d'avoir envie, c'est ça. Voilà, absolument. Qu'on me donne l'envie d'avoir envie. Et le texte est puissant. Moi, j'encourage beaucoup mes patients à aller l'écouter. Donc, je vous encourage, auditeurs, auditrices, à aller écouter cette chanson parce que c'est là qu'on voit que le plaisir, c'est finalement l'absence, c'est la plénitude, c'est l'absence de manque. Voilà, mais c'est le ni trop ni trop peu aussi. Parce qu'à un moment donné, si je reprends l'image du festin, si on se gave, y a-t-il encore un plaisir à manger ? Épicure, donc le premier des mangeurs libres, finalement. Très probablement. En tout cas, le premier à l'avoir théorisé. Et si on passe du côté de la négation, alors, quand est-ce qu'on n'est pas un mangeur libre ? On n'est pas un mangeur libre quand on consomme la portion standardisée qui est prévue par l'industriel de l'agroalimentaire, ou alors qu'on finit l'assiette pour pas gaspiller, sans envisager que notre corps, c'est ni un tupperware ni une poubelle, et qu'il y a probablement d'autres solutions qui existent. On n'est pas un mangeur libre non plus quand on se sent obligé de manger parce que c'est l'heure, ou parce que tante Lucette va nous demander « Mais qu'est-ce qui t'arrive ? T'es malade ? Mais mange, donc mange !» Voilà. Et puis on n'est pas un mangeur libre non plus quand on se culpabilise, au point qu'on va éviter de sentir ce qu'on est en train de manger, et puis qu'on va manger de rechef parce qu'on n'arrive pas à se réconforter si on sent pas le réconfort. Voilà. Est-ce qu'on a un mangeur libre aussi quand on dit oui à tout ce qui est censé faire plaisir, qu'on va accepter une énième invitation au restaurant alors qu'on n'en peut plus et qu'on aspire à une bonne soupe et un petit bout de pain ? Est-ce qu'on n'est pas plutôt piégé à ce moment-là par une idée de plaisir ?
Voilà, donc toutes ces questions, on peut se les poser. Moi, je pense qu'on est un mangeur libre quand on fait un choix en conscience. Par exemple, quand on se dit, là, j'ai pas faim, mais je fais le choix d'accepter cette part de gâteau au chocolat pour fêter l'anniversaire de ma collègue, parce que ce qui compte le plus, ici et maintenant, c'est le partage. Et puis, c'est la découverte gourmande, tant qu'à faire. En fait, moi, je crois qu'on est libre quand on fait un choix en conscience, dans la conscience de nos ressentis et de nos besoins à l'instant T. Et ça, c'est l'exercice de notre autonomie et de notre libre arbitre. Et une chose qui me semble tout particulièrement précieuse et importante et que je vois avec les personnes que j'accompagne depuis bientôt 12 ans maintenant, c'est que quand on commence à travailler dans son alimentation, son autonomie, son libre arbitre, ça donne des idées pour tous les autres domaines de la vie. Et ça, c'est beau. Commencer à prendre sa vie en main, commençant par son assiette, voilà, la philosophie des mangeurs libres, et je rejoins ce rang-là. Merci Anne, merci beaucoup pour ces chroniques qui nous font avancer toujours un peu plus. C'est la fin de cette saison. On se retrouve avec joie à la rentrée. Avec joie et bonheur, évidemment, comme d'habitude. Et puis d'ici là, on vous souhaite un bel été de mangeurs libres. Absolument, vive les mangeurs libres et tout bel été à vous. Cette chronique vous a plu ? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact@radioalto.info.